À l'époque, Unilever, j'étais la première acquisition d'Unilever dans le milieu du prestige. Après, on a succédé plein d'autres. Unilever n'avait pas des channels pour le prestige. C'était vraiment mass market. Nous sommes en juin 2012. La transaction avec Unilever est finalisée. Ça veut dire que on a signé la term sheet en février. Après, il y a eu derrière ça une période de due diligence. La période de due diligence, c'est la période où on vérifie en fait que tout ce que vous avez dit est vrai. Donc en rentrant dans la structure de la société, regarder tous les chiffres, les brevets, etc. Et en 2012, il y a le closing. Et à partir de cette date-là, donc juin 2012, Yoma devient une société du groupe Unilever complètement autonome. Elle est gérée d'une manière vraiment, elle n'est pas intégrée dans les divisions. Et avec un reporting qui était pour le président du Personal Care à l'époque, qui était Dave Lewis. Alors dans la période entre février et juin, dans la période de due deal, il y a eu des anecdotes, etc. Il y a un point, par exemple, qui est ressorti, qui était assez marrant. Et d'ailleurs, il y a une utilité derrière par rapport à si c'est quelque chose qui arrive avec un des entrepreneurs, il peut refaire la même chose. En fait, moi, j'avais beaucoup de brevets et je ne savais pas le nombre de brevets exacts, je ne les avais pas calculés. Et dans toutes les biographies disponibles, on mettait plus de 50 brevets. Tout avançait avec Unilever, tous les documents étaient prêts. Puis il y a un avocat américain qui est parti chercher sur mon nom dans le PTO, donc l'Office des brevets américains et l'INPI en France, tout ce qui est adossé à mon nom et en nombre de brevets. Et il est sorti à peu près 80 brevets. Et tout de suite, cri d'alarme, attention, attention, il n'y a pas 50 brevets, il y a 80 brevets. Jean, il a peut-être gardé des brevets sous le coude. Évidemment, l'inquiétude de Unilever, elle est justifiée parce que, imaginons que moi, par exemple, je vends Yoma à Unilever. Avec Yoma, je donne une cinquantaine de brevets et je garde sous le coude des brevets liés aux autres brevets sans les vendre. Et le lendemain de la transaction, je dis attention, vous êtes en train de violer mes brevets et négocions des droits supplémentaires. Donc c'est ça l'inquiétude. Et un acquéreur comme Unilever ne peut pas savoir en fait quel brevet est utilisé par quel techno. Enfin, c'est très compliqué d'être sûr à 100%. Donc Unilever est venu me voir. À l'époque, le patron du M&A, c'était Olivier, qui est maintenant le chef de Unilever Venture. Et il me dit, Jean, écoute, un de mes avocats a soulevé ce point, c'est vraiment inquiétant pour nous et tout. Moi, j'étais mort de rire en disant, mais tu as dit 50, mais en fait, tu en as 80. J'ai jamais compté, en fait. Je ne sais pas combien il y en a. Enfin, je sais que c'est beaucoup, mais je ne sais pas combien. Et il m'a dit, oui, mais comment on peut faire, nous? Comment on peut savoir? Et on a réglé la problématique de la manière suivante, c'est qu'on a ajouté dans le contrat d'acquisition un paragraphe qui dit, si par hasard, un des brevets qui ne sont pas intégrés, qui m'appartiennent, est nécessaire au courant des affaires, Unilever a une licence gratuite là-dessus. Et en fait, c'est comme ça qu'on a débloqué la situation. Donc, ce genre de situation peut arriver dans d'autres deals. Et c'est la solution, en fait, de dire que je donne une licence pour tout ce qui n'est pas dedans, à partir du moment où c'est lié au business. Évidemment, si j'ai des brevets autre chose, je ne leur donne pas une licence. Ça doit être lié au business. Bon, donc à partir de 2012, Yoma devient une entité Unilever. Et Dave vient me voir et il me dit, bon, ok, c'est quoi voilà la stratégie. Je veux qu'on aille vite et je veux qu'on aille vraiment très vite. Donc,
tu vas ouvrir plein de pays. Pourquoi? Parce que le concept de Yoma est tellement innovant que finalement, si on ne le porte pas dans ces pays, il suffit qu'un concurrent fort qui a les moyens copie Yoma, l'approche, même avec une techno moindre, même avec tout, et d'aller le ramener dans d'autres pays, en fait, dans la tête du consommateur de ce pays, c'est lui qui devient le pionnier dans ce pays, celui l'innovant, etc. Donc Dave voulait qu'on aille très 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 vite. À l'époque, Unilever, j'étais la première acquisition d'Unilever dans le milieu du prestige. Après, on a succédé plein d'autres. Unilever n'avait pas des channels pour le prestige, c'était vraiment mass market. Donc, je me rappelle, une fois, on m'avait fait une réunion avec tous les présidents des pays d'Unilever et tout le monde était vraiment très impressionné par le concept du Yoma, la notion du diagnostic, de personnalisation, etc. Ils étaient vraiment très très impressionnés. Mais à chaque fois qu'on discutait sur les retailers, les distributeurs qu'ils connaissaient, enfin, dans lesquels ils sont, et Yoma ne pouvait pas aller là-bas parce que c'était du mass et le prix d'un produit Yoma, c'est comme le prix de l'étagère en fait, des produits de ce retailer. Donc, il a fallu que j'ouvre moi-même les retails dans toute la Terre. Donc, je commençais par exemple, quand j'arrive dans un pays, il fallait que j'ouvre une filiale, que je recrute le staff dans ce pays, que je cartographie le pays, déterminer qu'est-ce qu'il y a comme retailer dans le sélectif, aller négocier un deal avec eux, former les gens qu'on a recrutés, préparer la conférence de lancement, avoir des agences de com pour pouvoir le lancer localement, faire un business plan, et une fois qu'on a fait tout ça, enfin acheminer la techno, souvent on était en Asie par exemple, on était souvent dans des department stores, donc il fallait négocier l'emplacement du corner, il fallait derrière ça construire et concevoir le corner, le staffer, les former, et derrière ça suivre localement. Et c'est quelque chose qui est non seulement, il fallait faire de A à Z en fait tout, mais coûteux et très engageant en fait. Je me rappelle, en 2014, j'ai ouvert 17 pays ou 18 pays, quelque chose comme ça. J'ai été à l'extérieur de la France sur l'année 224 jours. Le reste du temps, je n'étais pas forcément à la maison en fait. Il y a la France aussi. Donc il y a mes retailers français, il y a tous mes passages à Paris, etc. Donc 2014, c'est une année qui a été très 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 épuisante en fait. Mais Yoma se développait d'une manière très forte. On a ouvert beaucoup de pays en Asie.